Good afternoon. Bonjour à tous. Bienvenue à ce séminaire web des lignes directrices de traitement de la FMH pour les applications pratiques au Moyen-Orient. Je suis le docteur Alok Shrivastava en Inde et c'est un plaisir pour moi de présider ce webinaire. Ici, vous voyez notre ordre du jour. Pendant ces 90 minutes, nous allons parler des différents aspects de la prise en charge de l'hémophilie et de la façon dont cela correspond aux lignes directrices de traitement de la FMH. Donc, nous allons parler de thèmes très intéressants. Vous aurez la possibilité de poser des questions et de faire des commentaires sur les présentations. Nous allons donc d'abord parler de prophylaxie, ensuite de chirurgie. Et nos intervenants aujourd'hui sont, et je pense que vous les connaissez, le docteur Golder de Tunisie, professeure d'hématologie. Elle est la présidente du centre de traitement de l'hémophilie à Tunis. Le docteur Magdi El-Kiabi, qui était président du conseil d'administration de la FMH. Il travaille en Égypte, il habite en Égypte et il est le vice-président de la Société égyptienne de l'hémophilie et travaille comme président du Centre de transfusion et d'hémophilie de l'hôpital de la capitale de l'Égypte depuis 1993. Il a été consultant de l'unité de pédiatrie. Et nous parlons de Abdul Hakim Rawas qui travaille à Oman et qui est très reconnu dans le domaine de l'hématologie. César Haddad est un physiothérapeute spécialisé en hémophilie et il est responsable de l'unité de physiothérapie du centre de traitement libanais de l'hémophilie depuis plus d'une décennie. Il est aussi membre de la Fédération mondiale de l'hémophilie et du comité de musculothérapie. Pendant ce séminaire web, vous pourrez accéder à un service d'interprétation en français et en arabe. Ces présentations seront faites en anglais, mais vous pourrez choisir la langue que vous souhaitez écouter, à savoir l'arabe ou le français. Ici, vous voyez comment sélectionner la langue. Si vous êtes sur un ordinateur ou sur une tablette, cliquez sur le bouton, sur l'icône interprétation que vous voyez ici sur la droite. Sélectionnez la langue de votre choix. Si vous utilisez un téléphone portable, il y a autre chose que vous allez devoir faire. Voilà, ici, vous voyez donc le téléphone portable. À gauche, vous voyez donc un téléphone Android avec les trois petits boutons en bas à droite sur lesquels vous devez cliquer pour choisir l'interprétation et ensuite vous allez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter l'interprétation. N'oubliez pas de cliquer sur Done pour confirmer la langue que vous avez choisie, sinon vous n'entendrez pas l'interprétation. Donc, vous avez trois étapes importantes. Les trois petits points en bas de votre téléphone, vous sélectionnez l'interprétation et vous sélectionnez la langue et vous appuyez sur Done. Et à ce moment-là, vous entendrez l'interprétation. Pendant ce webinaire, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, vous pourrez poser des questions dans la partie des questions et des réponses qui s'appelle Q&A. Nous essaierons de répondre à la plus grande quantité de questions possible, une première fois après la présentation et ensuite à la fin de ce webinaire. Donc, nous essaierons de répondre à toutes vos questions. Nous vous encourageons également à noter vos commentaires dans la partie du chat parce que les présentateurs et les intervenants les verront ainsi que tous les participants. Au cours de ce séminaire web, nous allons utiliser un système de sondage, d'enquête. Donc, vous allez le voir s'afficher sur l'écran ici, sur votre écran, des questions de ces sondages. Vous pourrez sélectionner une ou plusieurs réponses à ces questions. Bien. Nous allons maintenant commencer une petite présentation sur les lignes directrices de traitement.
j'ai eu le privilège d'être associée à l'élaboration des lignes directrices de l'hémophilie depuis le début, réalisée par la FMH. Ici, vous voyez ma déclaration d'intérêt. Et puis, voilà, je voulais vous présenter ce commentaire de Mac, Chris et Casper sur cette deuxième édition. Donc, nous avons commencé la première édition et je disais au Conseil que les principes de prise en charge de l'hémophilie dépendent des ressources, mais elles doivent être les mêmes dans le monde entier et par conséquent, nous pouvons élaborer une série de lignes directrices qui seront appliquées pour tout le monde. C'était la base de cette élaboration de ces lignes directrices. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ce sont les seules directives que nous avons dans le monde qui s'appliquent au monde entier, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, que ce soit un pays plus pauvre ou plus riche. La seule différence sera la quantité de produits que vous allez utiliser, mais il y a d'autres aspects de la prise en charge aussi. Le deuxième objectif de ces directives était de montrer que la pratique n'est pas toujours basée sur des preuves et qu'il y a des opportunités de faire des recherches et que nous devons essayer de créer davantage de preuves et de penser à ces différents domaines qui nous permettraient d'élaborer, de nous baser sur ces preuves. Alors, les leaders qui ont préparé cette troisième édition de ces lignes directrices sont ici. Il est important de dire qu'il y a plus de 50 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce guide, personnes qui appartiennent au secteur de l'hémophilie, à toute une série de membres de l'équipe de la FMH. Donc, tous ensemble, hein, avec cette famille des membres de la FMH, nous avons produit ces 12 chapitres. Ceux qui sont en rouge sont nouveaux dans cette troisième édition, hein. Donc, on a ajouté d'autres chapitres, un sur les principes des soins que je vais aborder. Ensuite, le besoin de l'évaluation génétique qui a été reconnu et le fait que les tests et les analyses génétiques sont plus faciles aujourd'hui et sont à la disposition de davantage de gens. Son rôle dans la prise en charge est important. Nous avons donc ici fait une déclaration concernant la prophylaxie, chapitre 6, hein, qui est une bonne manière, la meilleure manière de traiter l'hémophilie. Ensuite, nous devons travailler sur la prophylaxie. C'est ce que nous disons dans ce chapitre. Ensuite, nous avons ajouté un chapitre sur les inhibiteurs qui sont très importants dans la prise en charge des patients. Nous le savons. Un aspect très important de la prise en charge de l'hémophilie est justement basé sur cela et aussi sur l'évaluation des résultats. On en a moins parlé et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus au niveau de la fédération des fédérations de l'hémophilie, hein, et nous avons donc ajouté un chapitre ici sur l'évaluation des résultats. Tout cela doit être fait de manière non biaisée. Nous devons travailler sur ces directives en les utilisant comme base pour nous assurer que tous nos processus sont mis en place sans aucun biais. Et donc, pour comprendre comment ces directives ont été préparées, nous avons élaboré un chapitre, le chapitre 12, qui décrit tout cela. Donc, il y a des recommandations, 140 recommandations dans la deuxième édition. Maintenant, nous en avons un petit peu plus, 338 recommandations, hein. Et ici, voilà, le chapitre 1 sur les principes de la prise en charge. Dans beaucoup de pays du monde, je dirais même dans des pays qui ont des soins pour l'hémophilie bien organisés, ce n'est jamais idéal. Donc ici, nous cherchons la mesure idéale. Qu'est-ce que nous devons améliorer? Par où commencer? Donc ici, vous voyez 5 points que vous voyez sur le côté gauche. On parle de l'organisation des soins qui les donne, comment organiser, comment les patients peuvent accéder à ces soins. Tout cela est décrit dans ces différents
dans ces différentes sections, hein, les soins d'urgence et aigus en cas de saignement, les soins multidisciplinaires pour l'hémophilie, les soins de thérapie de remplacement. Hein, tout cela, ce sont les détails sur la façon dont on peut prendre en charge des personnes, des patients atteints d'hémophilie, ce qui doit être fait au niveau du diagnostic, de l'évaluation des différentes thérapies. Un point très important que nous avons ajouté, il y a 2 principes de soins qui avaient été ajoutés, un pour l'Europe et un pour l'Asie-Pacifique, et ce chapitre contenait beaucoup de choses, mais un aspect unique ici dans ces principes de soins est le fait que l'on habilite maintenant nos patients. On parle de cela, de l'habilitation du patient. Et vous allez voir ici, dans cette autre diapositive, on vous montre comment les centres de traitement sont organisés. Beaucoup de pays ont organisé cela. Ce n'était pas très bien défini dans la littérature, dans la bibliographie de la FMH auparavant. Et maintenant, ici, nous avons expliqué cela. Ici, vous voyez ce concept d'autonomisation du patient. Nous allons en parler davantage. Par conséquent, je saute un petit peu cela. Mais c'est très important dans toutes les maladies chroniques et particulièrement dans le cas de l'hémophilie. Les patients doivent connaître leur maladie, doivent connaître les traitements qui existent, ce qui peut être fait ou ne pas être fait dans le cadre de leur maladie. Prochaine diapositive, je conclurai ici comme message central pour cette 3e édition. Pour les pays à revenus faibles et modérés, nous avons ici des défis concernant le diagnostic. Beaucoup de patients n'ont pas encore été détectés. Donc, il faut établir un accès à ces options thérapeutiques qui existent. Mais comme je l'ai déjà dit, la seule manière de traiter l'hémophilie, c'est à travers la prophylaxie, même en commençant par des doses faibles. Vous allez entendre des présentations là-dessus, mais l'objectif final doit être une prévention complète des saignements spontanés dans une activité normale. Nous avons mis l'accent sur la prise en charge musculo- et squelettique et les évaluations des résultats aussi qui sont très importants, je l'ai déjà dit. Bien, et maintenant, je m'arrêterai ici et je vais donner la parole au docteur Emna Guider qui va faire sa présentation. Emna Guider, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici, de participer à ce webinaire et je souhaite remercier la Fédération mondiale de l'hémophilie d'avoir organisé ce webinaire. Au niveau clinique, nous allons essayer de voir comment nous pratiquons et comment nous appliquons les directives qui ont été récemment publiées par la FMH. Pas de déclaration d'intérêt, merci. Prochaine diapositive. Donc, aujourd'hui, nous allons parler ensemble du cas d'un petit garçon de 2 ans qui n'a pas d'histoire familiale concernant des troubles de la coagulation et au mois de septembre 2016, alors qu'il avait 1 an, il a été diagnostiqué avec une hémophilie A sévère et il a commencé avec une thérapie de remplacement qui lui a été donc administrée. Il a reçu la première thérapie de remplacement suite à un diagnostic pour un saignement post-traumatique de la lèvre. Ensuite, une deuxième thérapie de remplacement pour un hématome qui a apparu après sa vaccination et 2 autres thérapies de remplacement pour une hémarthrose de la hanche, et la même hémarthrose de la hanche dans les 2 cas. Donc, suite à cela, je vais demander maintenant à tous les participants de répondre à cette première enquête, ce premier sondage. Il n'y a pas de réponse fausse ou de réponse juste. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous faites dans ce type de situation, dans votre pratique et dans votre contexte. Que faites-vous? Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs réponses. Donc, je vais traduire les possibilités. Est-ce que vous allez continuer un traitement épisodique avec un facteur 8 dérivé de plasma? Est-ce que vous allez
appliquer une prophylaxie à dose faible avec un facteur 8 dérivé de plasma, une prophylaxie à dose complète avec un facteur 8 recombinant ou une prophylaxie de dose intermédiaire avec des produits de demi-vie prolongée, ou est-ce que vous allez dépister, faire un dépistage des inhibiteurs? Vous pouvez répondre. Merci. Bien, voilà vos réponses. Donc, 12% continueront avec une thérapie de remplacement épisodique. Et c'est intéressant de voir que 44% vont commencer une prophylaxie à dose faible, 28% une prophylaxie à dose complète et avec du facteur 8 recombinant, et 20% avec un produit demi-vie prolongée et 40% vont faire une recherche, un dépistage des inhibiteurs. Voyons un petit peu ensemble les différentes propositions. Maintenant, la première était de continuer un traitement épisodique avec un facteur 8 dérivé de plasma. Eh bien, nous disons que les directives de la FMH recommandent, dans le chapitre 6, le point 6.10.1, il y a une recommandation qui dit que pour les patients atteints de phénotype hémophilie A et B sévère dans des pays où il y a des contraintes concernant les soins de santé, la FMH continue à recommander fortement une prophylaxie, même lorsque la seule option est d'utiliser des doses de facteurs plutôt faibles par rapport. Donc, on recommande cette possibilité plutôt qu'une thérapie de facteurs épisodiques pour réduire les hémarthroses et d'autres apparitions spontanées et de saignements. Dans un autre chapitre, chapitre 5 sur les agents hémostatiques, la FMH n'exprime pas de préférence pour le recombinant par rapport aux facteurs de coagulation dérivés de plasma et au concentré, et le choix par rapport à ce produit doit être fait en fonction des critères locaux, y compris la disponibilité, le coût et les préférences du patient. Donc, voilà, ça c'était pour la première proposition. Que se passe-t-il à propos des prophylaxies de dose faible avec des facteurs 8 dérivés de plasma ou des doses complètes ou produits de vie demi-vie prolongée. Donc ici, nous voyons les recommandations 6 qui sont en ligne avec ce que nous avons dit pour la FMH. Pour les patients pédiatriques atteints d'hémophilie A ou B sévère, la FMH recommande un lancement précoce d'une prophylaxie avec des concentrés de facteurs de coagulation standard ou demi-vie prolongée facteur 8 et facteur 9 ou d'autres agents hémostatiques avant l'apparition de la maladie articulaire et idéalement avant l'âge de 3 ans pour prévenir des saignements spontanés et pour éviter des hémarthroses et qui pourrait donner lieu à un problème au niveau articulaire. Donc, vous voyez ici cette précision. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont ajoutées que nous ne verrons pas aujourd'hui. Dans une autre recommandation, pour les phénotypes sévères d'hémophilie A ou B, surtout chez les enfants, la FMH recommande une prophylaxie régulière à long terme comme norme de soins pour prévenir l'hémarthrose et autres saignements des articulations pour maintenir la santé musculo-squelettique et permettre une bonne qualité de vie. Là où la prophylaxie n'est pas faisable, la thérapie épisodique est essentielle pour les hémorragies aiguës, mais cela ne va
prévenir les dommages ou les lésions à long terme. Donc, la prophylaxie en utilisant les concentrés des facteurs de coagulation. Toutes les formes de prophylaxie, celle qui est haute, l'intermédiaire et à dose faible avec CFC ou la prophylaxie avec des agents de remplacement sans facteur, comme par exemple l'emicizumab, vont fournir des bénéfices supérieurs sur la thérapie épisodique. La prophylaxie conventionnelle à haute dose et à dose faible initiée précocement dans la vie a été associée avec plus de 90% de réduction dans le taux des saignements articulaires. Les AJFBR, les taux de saignement annualisés des articulations en dessous de 3 par an et en réduction significative dans la maladie dégénérative articulaire. Bien que l'intensité de la prophylaxie a été considérée comme à dose intermédiaire, haute ou faible, il faut considérer que l'intensité est une fonction tant de la dose que de la fréquence et qu'une dose haute en général fait référence à une combinaison de la haute dose et la haute fréquence, tandis que la dose faible en général fait référence à une combinaison des doses plus faibles et des fréquences plus faibles, mais pas toujours. Donc, pour résumer ces recommandations que j'ai viens d'évoquer, les messages clés est le suivant. La prophylaxie est la seule manière de traiter les personnes atteintes d'hémophilie. Et pour mettre en place la prophylaxie, nous avons besoin d'avoir un accès à une thérapie de remplacement en toute sécurité, des soignants qui travaillent dans un contexte multidisciplinaire, ainsi que le concept du traitement à domicile. Qu'est-ce qui se passe en matière de dépistage pour les inhibiteurs? Il y a un chapitre, le chapitre numéro 8, sur les inhibiteurs et les CFC, les complications et des traitements qui surgissent à partir de cela. C'est fondamental de détecter les inhibiteurs précocement pour assurer un traitement approprié. Au moins, la moitié des cas d'inhibiteurs sont détectés à travers un dépistage routinaire d'inhibiteurs après une exposition initiale au CFC, tandis que le reste sont dépistés à la suite d'une réponse faible ou déficiente au remplacement à travers CFC quand on traite ou on essaye d'arrêter l'enseignement. Voilà une table qui résume les différentes indications pour les dépistages d'inhibiteurs qui sont disponibles dans les directives. On va voir la prochaine, s'il vous plaît. Donc, une des recommandations est pour les patients qui viennent d'être diagnostiqués avec hémophilie A, la FMH recommande un dépistage d'inhibiteurs régulier au moins tous les 6 ou 12 mois et puis annuellement. Avec une précision en général, les dépistages plus fréquents doivent être considérés pour les saignements récurrents ou les articulations cibles qui se passent après le remplacement standard. Cette recommandation considère que le diagnostic précoce inhibiteur chez les patients avec hémophilie sévère est extrêmement important, ainsi que les diagnostics tardifs chez les adultes avec une maladie moins sévère, comme par exemple après l'exposition à un concentré de facteurs de coagulation intensif, par exemple après la chirurgie. Le besoin des prises de sang fréquentes a été considéré en relation avec la morbidité potentielle des saignements qui menacent la vie ou qui ne sont pas contrôlés. Pour les patients avec hémophilie A qui reçoivent en CFC pendant plus de 5 journées consécutives, la FMH suggère un dépistage d'inhibiteurs dans les 4 semaines après la dernière infusion. Donc, qu'est-ce que l'on a fait pour
cet enfant-là. Nous, immédiatement après le premier épisode des saignements articuliers, nous avons commencé avec un protocole à dose faible avec une injection par semaine des 500 unités internationales de facteur 8. C'est presque 30 unités internationales par kilo. C'est-à-dire que c'est une prophylaxie précoce, bien qu'il s'agisse d'une prophylaxie à dose faible. Donc, nous sommes en ligne avec la recommandation. Nous avons fourni aussi des genouillères et le dépistage d'inhibiteurs a été réalisé après 4 expositions au CFC juste avant d'initier la prophylaxie. Et avec la prophylaxie, on n'a observé aucun saignement. Le dépistage d'inhibiteurs a été réalisé après 9 expositions. Ce dépistage a été négatif, mais malheureusement, après 14 expositions, les résultats ont été positifs. En premier lieu, avec 6 unités de Bethesda et puis 14 unités de Bethesda. Le deuxième sondage. Qu'est-ce que l'on fera sur la base de cette présentation? Est-ce que vous allez traiter les événements de saignement avec facteur 8 dérivé du plasma? Est-ce que vous allez traiter ces événements avec facteur recombinant 7A? Traiterez-vous les événements avec APCC, c'est-à-dire le concentré des complexes de prothrombine activés? Est-ce que vous commencerez à administrer IT à haute dose ou IT à dose faible? Donc, répondez la question, s'il vous plaît. D'accord. Voilà les réponses que vous avez fournies. La majorité, 60% traiteraient les événements de saignement avec facteur 7A. 17% continueraient à traiter les patients avec facteur 8 dérivé du plasma. Un autre 17% traiterait les événements avec APCC. 17% choisiraient entre IT à haute dose ou à dose faible. Revenons aux directives. Dans le chapitre sur les inhibiteurs, il y a une recommandation pour les patients avec hémophilie A et inhibiteurs qui présentent des saignements aigus. La FMH recommande en concentré des facteurs 8 pour ceux qui ont des inhibiteurs de basse réponse et un agent bypassant, c'est-à-dire 7A ou R7A pour ceux qui ont des inhibiteurs de haute réponse ou bien la prothrombine activée. La table 8.3 offre un résumé de ce type de traitement. Donc, pour les patients qui ont des inhibiteurs de basse réponse, voilà les traitements suggérés, ou bien les agents bypassants. Les seuls agents qui pourraient être utilisés, c'est pour pour le suivi, c'est la thromboélastographie ou l'essai de génération de thrombine. Pour les patients avec hémophilia qui développent des inhibiteurs persistants de basse réponse, la FMH suggère que la IT, l'induction de tolérance immune, doit être considérée. Dans la même ligne, pour les patients avec hémophilia et inhibiteurs persistants qui ne répondent pas à l'IT ou qui n'ont jamais reçu un traitement avec IT, la FMH recommande une prophylaxie avec emicizumab sur la prophylaxie avec les agents bypassants, puisque l'emicizumab est plus efficace pour prévenir les saignements et il est plus simple d'administrer puisqu'on on peut l'administrer de manière par semaine et de manière sous-cutanée.
Dans la même ligne, la FMH recommande l'emicizumab sur la prophylaxie avec des agents bypassants pour réduire les épisodes des saignements puisque l'emicizumab est supérieur à la prophylaxie avec les agents bypassants. Qu'est-ce que nous avons fait chez cet enfant? L'événement de saignement a été traité avec l'agent bypassant 7A et avec l'acide azithromycinique. La prophylaxie n'a pas été interrompue, mais la prophylaxie a été continuée avec une augmentation de la dose et l'injection avec un ET à dose faible avec un suivi de l'inhibiteur. Aujourd'hui, cet enfant a 6 ans. Il a reçu ET pendant 5 ans. La réduction des valeurs d'inhibiteurs a été de 1 unité de bêta après avoir augmenté les doses de facteur 8, mais l'inhibiteur est toujours là. Cet enfant n'a pas besoin de recevoir facteur θ pour ces événements de saignement. Le facteur 8 est suffisant pour lui pour le traitement des événements de saignement. Pourtant, nous avons toujours quelques événements de saignement et il est devenu plus actif parce qu'il a 6 ans. Son score HJHS est de 8 sur 148 et la dernière échographie montre une épaisseur des synovites sur le coude gauche. L'emicizumab n'est pas disponible dans notre pays. Il est sous un processus de registration. L'emicizumab devrait être une bonne option. Donc, pour nos experts, est-ce que nous avons besoin de continuer avec le traitement de ET pour cet enfant-là? Voilà ma dernière diapo. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Emna, de votre présentation qui clairement établit un lien de comment nous pouvons gérer nos patients en utilisant les directives comme référence à notre pratique. Et je peux voir ici aussi de la part sur les réponses qui ont été fournies, les réponses ont été offertes d'une manière qui représente les traitements qui sont fournis dans nos pays parce que nous savons que nos pays sont très diversifiés. Dans nos pays, il y a un accès assez limité aux soins. Il y a des pays qui ont des ressources suffisantes et il y a d'autres qui ne les ont pas. Avec cela, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon animateur, le docteur César et physiothérapeute, quelque chose de très important dans nos discussions pendant ce webinaire. J'ai quelques commentaires. Premièrement, je voudrais remercier le docteur Alok qui a récolté ces directives et il a participé de plusieurs éditions. La dernière édition est très exhaustive. C'est une édition préparée de façon très professionnelle malgré les limitations de ressources euh, dues à la rareté de la maladie. Un couple de points qui ont été signalés par Dr. Alok, c'est l'autonomisation des patients. Il a souligné l'importance de l'autonomisation des patients. C'est quelque chose que je voudrais souligner. Lorsque les patients connaissent leur maladie et peuvent répondre aux différents soucis, problèmes de la maladie quand il se présente au moment où il se présente, c'est quelque chose qui améliore les évolutions de la gestion de la maladie chez ces patients parce que avec l'hémophilie, nous avons un chemin, un parcours pendant toute la vie, donc la connaissance nous donne du pouvoir pour rechercher des conseils, pour chercher des interventions au bon moment, c'est quelque chose qui va améliorer la qualité de vie, non seulement pour le patient, mais aussi pour sa famille en général et pour sa communauté en général.
Pendant la présentation de la docteure Emna, il y a eu quelques points qui ont été très importants. La prophylaxie et même chez les adultes et le patron mais nous devons savoir que c'est quelque chose qui doit se passer dans un contexte de soins exhaustifs qui considère les besoins totaux des patients. Euh, Probablement, nous allons avoir un saignement plus fréquent si on le compare avec les standards généraux. Si on gère les complications des saignements de manière précoce, par exemple les arthropathies, comment est-ce que on peut les traiter? Qu'est-ce que l'on doit faire si on veut activer les synoviums? On a vu quelques recommandations dans la section de gestion des complications dans les directives où on retrouve un emphase sur l'activation du synovium à travers une intervention biochimique, par exemple, d'autres types d'interventions. Et aussi l'importance de la gestion de la douleur dans ce cas-là, ce que les patients devraient euh, voir en matière de la gestion de la douleur. Donc, je vais passer la parole au docteur César qui va parler du rôle de la physiothérapie dans le cadre de la prophylaxie pour l'hémophilie. Merci. Au docteur, merci docteur El Akiadi, merci à docteur Alok pour animer cette séance. Je voudrais souligner que quand j'ai commencé à travailler avec les soins d'hémophilie, les hémophiles, les patients avaient peur de bouger. Ils avaient peur de bouger leur articulation. Et c'était très difficile pour nous, dans l'association libanaise de l'hémophilie, d'introduire une physiothérapie dans notre unité. Les patients maintenant peuvent voir l'importance de cette physiothérapie pour protéger leurs articulations, pour développer leurs muscles. Et si nous voulons considérer le coût du traitement des médicaments pour les patients atteints d'hémophilie, les coûts sont vraiment hauts dans ces cas-là et les coûts comme nous allons voir dans la présentation de la docteure Emna, même avec les personnes qui ont accès au traitement prophylactique, il y a toujours une réduction dans les taux de saignement de 90%, mais il n'y a pas toujours d'accès aux facteurs de coagulation, mais même dans ces cas-là, les saignements articulaires continuent à se présenter. Donc, du point de vue de la physiothérapie, nous devons être capables de détecter les symptômes de façon précoce. Même il y a des symptômes si longs. Que l'on ne peut pas détecter, des symptômes cachés que ne peut pas détecter tous les jours. Donc, dans notre association, les patients euh, qui doivent être évalués 2 fois par an et d'autres patients doivent être évalués 1 fois par an. C'est pour les pédiatriques et les adultes. Et s'il y a des problèmes qui se présentent dans les articulations, ce sont des soucis qui doivent être résolus sur la base de la situation particulière de chaque patient. C'est-à-dire que l'évaluation physiothérapique est fondamentale pour les patients avec un hématologue. Et voilà le rôle de l'hématologue de prescrire la physiothérapie puisque notre mentalité dans la région, nous nous voulons administrer Nous, les facteurs de coagulation et renvoyer les patients chez lui. nous pensons C'est qu'il est très très important. Donc, important un des pour les aspects les plus différents aspects de importants faire un dans le suivi des suivi d'un patients patient atteints avec atteint d'hémophilie d'hémophilie, c'est de parce souligner que l'importance ce n'est de la pas seulement physiothérapie parce que la physiothérapie n'est pas seulement efficace en termes de coût, mais aussi ça donne une bonne qualité de vie aux patients atteints d'hémophilie. Merci. bien. Merci César. Il y a une question ici, hein, et il y a une question importante destinée à Emna qui dit votre patient a un niveau de unité Bethesda de 14. Est-ce qu'il faut continuer le traitement? Euh,
Et je dirais que le ITI est un type de prophylaxie, mais ce n'est pas une prophylaxie. Il s'agit de l'induction à la tolérance immune, hein, ITI. Le principe est de continuer à donner une dose élevée de facteur 8 pour essayer de neutraliser et faire disparaître l'inhibiteur. Donc, ce n'est pas une prophylaxie pour les parents et pour les enfants. Nous expliquons cela, hein, clairement pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agisse pas d'une prophylaxie, hein, mais qu'il s'agit de donc un traitement qui vise à induire une baisse des inhibiteurs, hein. Aujourd'hui, nous essayons de faire disparaître ces inhibiteurs, hein. Même si nous avons de nouveaux produits pour la prophylaxie, le véritable traitement est d'essayer de faire disparaître ces inhibiteurs. Et la meilleure façon est de commencer le plus tôt possible. C'est pour ça que c'est important de dépister les inhibiteurs. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier de manière précoce les inhibiteurs, de façon à avoir davantage de possibilités de mettre en place ce traitement à base d'induction à la tolérance immune. Bien, il y a d'autres questions, mais nous y reviendrons à la fin de notre séminaire web dans la partie des questions et des réponses. Nous allons maintenant passer à la prochaine présentation. Donc, la prochaine présentation sera faite par le docteur Abdul Hakim Al-Ravas, qui va présenter une approche de chirurgie orthopédique. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce séminaire web, de me donner la possibilité donc de prendre la parole et de partager, de présenter ce cas avec vous, hein. Donc, il s'agit d'un patient pédiatrique atteint d'inhibiteurs. Voilà. Donc, déclaration d'intérêt, prochaine diapositive. Donc, notre cas est un patient de 8 ans, un petit garçon atteint d'hémophilie A sévère avec des inhibiteurs. Sa famille ne voulait pas qu'il reçoive une thérapie à base d'induction à la tolérance immune et donc il recevait du facteur 7A recombinant 270 mcg par kilo. Nous allons voir que nous avons fait une évaluation orthopédique avec des radiographies que vous voyez ici de la hanche et on a constaté qu'il avait une maladie, donc leg calf perte. Donc, ce petit garçon a été diagnostiqué à l'âge de 1 mois à travers un dépistage ciblé. Et donc, son niveau de facteur 8 était de moins de 1%. On a fait une analyse de la mutation. Et sa première exposition au facteur 8 était à l'âge de 5 mois. Et là, à l'âge de 30 mois, il a développé des inhibiteurs du facteur 8 de réponse élevée. Et son niveau de pic était de 68 unités Bethesda-N par millilitre. Et à l'âge de 5 ans, il a eu un abdomen aigu avec une appendicite d'urgence couverte par facteur 7A recombinant et un complexe prothrombique activé. 1 mois plus tard, il est de nouveau revenu aux urgences avec un problème de rein, avec hématurie et donc une hydronéphrose bilatérale secondaire à caillot, problème urétérique. Et, prochaine diapositive, il avait un petit frère qui était plus âgé que lui, atteint d'hémophilie A et d'inhibiteurs. Donc, on a constaté lors de l'examen physique que sa hanche droite avait une limitation au niveau de l'ampleur de mouvement, au niveau de la rotation interne, de l'abduction et de la flexion. Donc, on a décidé de faire une ostéotomie du varus fémur proximal gauche, hein.
Alors, voyons les recommandations de la FMH pour ce type d'opération et de préparation pour la chirurgie. Donc, la FMH recommande aux patients atteints d'hémophilie qui ont besoin d'une chirurgie, d'une prise en charge avec donc dans un centre de traitement de l'hémophilie totale. Nous n'avons pas de chirurgie orthopédique pédiatrique dans notre centre de traitement de l'hémophilie dans notre pays. Donc, nous avons dû avoir recours à une autre institution. Une autre recommandation importante pour ce type de patient est d'avoir une quantité suffisante de concentré de facteurs de coagulation pour la chirurgie et pour la personne après l'opération aussi, hein. Donc, nous avons consulté notre pharmacie. Nous avions suffisamment de facteur 8 et facteur 9 et facteur 7A recombinant et aussi. Nous n'avions pas de APCC et nous avions de l'acide tranexamique à notre disposition. En ce qui concerne le laboratoire, la FMH recommande que le centre qui va faire la chirurgie pour ce type de patient doit avoir un soutien de laboratoire adéquat pour un contrôle des niveaux de facteurs de coagulation. C'était disponible dans notre institution, mais nous avions certains délais qui étaient plus longs. Et la FMH recommande aussi une évaluation pré- et post-opératoire de tous les patients, ce que nous avons fait, et pour tous les patients donc, qui ont des inhibiteurs négatifs avant ou après l'opération. Donc, cela nous amène à la partie du sondage. Dans votre pratique et dans votre contexte, que feriez-vous, hein, quel serait votre choix de thérapie hémostatique? Donc, agent bypassant plus acide tranexamique, facteur 8, ou facteur 8 plus acide tranexamique. Veuillez répondre, s'il vous plaît. Bien, donc la plupart d'entre vous, la plupart des réponses proposent un agent bypassant plus acide tranexamique. Voyons un petit peu ce que proposent les directives de la FMH. Prochaine diapositive. Donc la recommandation 8.3.11 pour les inhibiteurs de facteurs de coagulation, les recommandations concernant la prise en charge pendant une opération pour les patients atteints d'hémophilie IA et répondant aux inhibiteurs facteur 8 qui donc vont être opérés. La FMH recommande une thérapie à base d'agents bypassants, facteur 7A recombinant ou facteur 8 ou APCC, comme le médecin considérera le plus adéquat. Et pour les patients qui reçoivent de l'hémicizumab et qui vont être opérés, la FMH recommande un produit contenant du facteur 8 pour ceux qui ont des inhibiteurs de faible répondeur, pardon, et pour les patients qui ont des répondeurs élevés ou forts, on recommande le facteur 7AR recombinant plutôt que le APCC. En ce qui concerne maintenant le contrôle pour les patients atteints d'hémophilie A ayant des inhibiteurs qui utilisent une thérapie d'agent bypassant, la FMH recommande le contrôle clinique et la considération d'un contrôle de laboratoire avec la génération de thrombines et autres tests de coagulation. Nous n'avons pas, hélas, ce type de tests de génération thrombique, mais nous utilisons d'autres tests de coagulation. En ce qui concerne les autres thérapies pour les patients atteints d'hémophilie en cas de chirurgie, les
agents hémostatiques, topiques et antifibrinolytiques sont considérés si les thérapies sont adéquates, sont requises, hein. Revenons à notre patient. Donc, nous avons dû effectuer donc l'ostéotomie. On a fait les inhibiteurs avant l'opération n'étaient pas détectés. On a donc fait une thérapie hémostatique planifiée de facteur 7A recombinant avec les doses que vous voyez sur l'écran avant l'opération, toutes les 2 heures pendant 48 heures et ensuite. Ici, vous voyez sur cette diapositive, donc l'hémostase pendant l'opération a été excellente, pas de drains chirurgicaux. Hélas, 2 jours après l'opération, l'enfant a commencé à souffrir et il y avait un gonflement du côté de la cuisse gauche. Il y avait une baisse de l'hémoglobine, il a fallu faire une transfusion et on lui a donné de la morphine, 50 mcg par kilo par heure. Heureusement, il n'y avait pas d'atteinte neurovasculaire et il n'y avait pas de syndrome de Loge imminent. Donc, on a fait une révision de l'opération. Mais avant, je vais vous poser des questions. En fonction de cette présentation, quel serait, à votre avis, le choix thérapeutique hémostatique pour ce petit garçon? Continuer avec le facteur 7A recombinant, passer au facteur 8, passer au facteur 7A recombinant plus acide tranexamique, donner du facteur 8 plus acide tranexamique, donner du facteur 8, du facteur 7A recombinant et de l'acide tranexamique. Les trois, hein. Donc, vous pouvez répondre. Merci. Bien, donc je vois les réponses. La plupart donneront l'acide tranexamique. Il y a environ 30% de personnes qui ajouteraient facteur 8, facteur 7A recombinant et acide tranexamique. Voyons quelle serait la recommandation des directives de la FMH. Prochaine diapositive. Donc, chapitre 8, inhibiteur des facteurs de coagulation. La FMH recommande pour les patients atteints d'hémophilie A et des répondeurs forts aux inhibiteurs de facteur 8 qui vont être opérés d'utiliser, si il n'y a pas de réponse positive à l'agent bypassant, simplement un traitement de agent bypassant séquentiel, c'est-à-dire R facteur 7A recombinant alterné avec le APCC et 6 heures plus tard, le APCC donc sera administré. Une autre recommandation concernant le syndrome des loges pour les patients qui ont des saignements musculaires avec un syndrome de loge et une atteinte musculaire, une fasciotomie est nécessaire dans les 12 heures après l'apparition des symptômes avant que des dommages irréversibles apparaissent dans les tissus. Donc, notre patient ici a eu une fasciotomie d'urgence. Nous avons évacué l'hématome, nous avons inséré un drain, nous avons couvert notre patient avec du facteur 8 pendant 48 heures. Nous avons eu aussi un post-traitement, en tout cas après 5 jours et après 10 jours après l'opération. Son niveau d'inhibiteur a augmenté le jour 5 et le jour 10 avec des niveaux élevés. Nous avons continué avec le facteur 7A recombinant toutes les 2 heures et
nous avons ajouté de l'acide tranexamique. Les saignements du patient ont été contrôlés, le drain a été retiré 72 heures plus tard et le facteur 7A recombinant a été augmenté graduellement chaque fois qu'il a été donc administré. Le patient est rentré chez lui le 12e jour après l'opération. Il a été mis sous traitement donc de facteur 7A recombinant avant la physiothérapie et nous avons administré de l'imicizumab comme prophylaxie tous les 2 semaines comme le recommande la FMH. Le patient va bien, il n'a pas eu de saignement et son niveau d'inhibiteur dernièrement était de 130 unités Bethesda par millilitre. Prochaine diapositive, quels sont les défis et les réussites dans ce cas-là? Le premier défi était la non-disponibilité de chirurgien orthopédique pédiatrique dans le cas de cet enfant, mais nous avons fait la chirurgie dans notre institution et nous avons pu trouver un chirurgien orthopédique qui a pu faire cette chirurgie dans notre hôpital. La disponibilité de produits, la jambe bypassant et alternatif était manqué. Donc, nous avons utilisé cela de manière alternative. Comme il n'y avait pas d'inhibiteur, nous avons pu travailler avec le facteur 7A. Le soutien du laboratoire pour faire un suivi de l'hémostase. Nous n'avions pas de thromboélastographie ou de dosage de génération de thrombine, mais nous avons utilisé l'évaluation de laboratoire pour évaluer donc l'état de notre patient et nous avons pu affronter ces difficultés et nous avons remplacé le traitement avec un prophylaxie à base d'hémicizumab et notre patient a pu recevoir ce traitement et il va bien. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation d'un cas. C'est très important comme expérience. Cela apporte beaucoup à nos participants et en ce qui concerne les directives et la façon de les appliquer, c'est très utile de voir que dans ce type de situation, ces directives peuvent nous aider à résoudre ce type de situation si compliquée. J'ai une question qui vous est destinée puisque ce petit garçon a été donc pendant une période longue en thérapie sans remplacement de facteur 8, les inhibiteurs ont peut-être diminué. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir utilisé du facteur 8 au début démontre que cet inhibiteur fort répondeur qui était au début très bas, hein? Est-ce que vous pensez que ce problème d'inhibiteur va peut-être disparaître et qu'à ce moment-là, on va pouvoir commencer à appliquer une thérapie de remplacement, pas pour cette situation seulement, mais pour une pratique générale, je dirais. Oui, il a fallu arrêter ce traitement à cause des limites qui existaient et il y a eu une réaction aussi. Donc, cela me prouve qu'il y avait des inhibiteurs répondeurs, forts répondeurs, hein. Donc, on a attendu le moment de la récupération et après cela, on est revenu à la jambe bypassant. On savait que ce patient allait réagir à l'exposition de facteur 8. On voulait garder cette possibilité puisque nous n'avions pas, nous voulions pouvoir lui administrer du facteur 8 si cela était nécessaire.
Voilà, donc nous voulions garder cette possibilité. Merci beaucoup, docteur. Il y avait aussi une autre question concernant ce point, mais je crois que vous y avez déjà répondu. César, est-ce que vous avez de l'expérience dans la gestion, la prise en charge de la maladie des pertes de la perspective de l'hémophilie? Je voudrais en premier lieu emphathiser deux points que le docteur Abdul Hakim a mentionné. En premier lieu, c'est important que un des défis auxquels font face les patients, c'est l'importance d'avoir un centre de traitement exhaustif pour l'hémophilie. Fréquemment, dans différents pays, en général, c'est une seule personne qui est responsable de faire absolument tout pour les patients. En général, c'est l'hématologue. Mais à chaque fois que l'on retrouve des patients qui ont des centres exhaustifs pour le traitement de l'hémophilie ou bien des centres de traitement qui sont capables de coordonner ensemble les types des différentes disciplines, ils peuvent être considérés comme des exemples et c'est quelque chose qui va faciliter l'accès au traitement pour les patients. Donc, je voudrais souligner et emphasiser ce sujet, surtout pour les différents pays qui sont présents dans cette séance. Euh, dans la mesure possible, on peut avoir même une petite unité, commencer en pas à pas et continuer à développer cette unité pour améliorer la situation de manière graduelle. Deuxièmement, par rapport au traitement des cas compliqués, comme on vient de voir, ce cas a présenté des complications musculosquelettiques majeures et c'était un cas dû à l'hémophilie en soi-même ou bien dû à un problème musculosquelettique génétique. La focalisation principale pour ce type de cas et le suivi pour ces cas est de faire que ce patient soit fonctionnel dans la mesure possible pour préserver sa qualité de vie et pour qu'il soit capable de recevoir une chirurgie. Bien sûr, la chirurgie est une partie des traitements, mais en général, les patients considèrent la chirurgie comme la seule solution possible ou comme le salut pour ces patients. Mais on doit se focaliser non seulement sur les facteurs de traitement ou la chirurgie, mais on doit se concentrer aussi sur le suivi de ce type de patients pour faire en sorte que les patients puissent continuer à vivre sa vie de manière indépendante, de manière acceptable, pour qu'ils puissent utiliser ses capacités dans la mesure possible. Donc voilà les deux points que je voulais souligner. Merci, Dr Abdul Hakim, d'avoir présenté ce cas. Merci. Il y a deux questions qui ont été présentées en arabe et ce sont des questions générales. Donc, je ne vais pas les adresser à un orateur en particulier. N'importe qui peut la répondre. Donc, est-ce que l'EBRA peut avoir un effet positif pour le traitement des articulations dues au saignement? Est-ce que je peux faire un commentaire sur le cas chirurgical qui a été mentionné et puis on peut passer à la question qui a été posée. Je voudrais féliciter le physiothérapeute parce que c'est pas facile de pratiquer une chirurgie sur les patients avec un haut niveau d'inhibiteur. Vous avez mentionné que vous n'avez pas des générations de thrombines comme imitation, mais vous avez montré que la directive de la FMH dit qu'il faut avoir davantage de données. Donc, je voudrais faire un commentaire. Même avec un essai de génération de thrombines, il n'y a pas d'évidence suffisante sur les paramètres que l'on doit utiliser pour décider que l'hémostase est bonne. Voilà le défi dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de composantes qui sont cliniques, par exemple les doses. Et, parfois,
fois, on administre de doses plus basses, même avec des patients qui ont des inhibiteurs. L'essai de thrombine peut nous donner en quelque sorte un peu de calme, mais on ne sait jamais les inhibiteurs ou les médicaments qui vont se corrélationner avec une bonne hémostase dans chaque patient. Peut-être on a assez de temps pour cette séance aussi. Maintenant, nous pouvons passer à la partie des questions et réponses. Je vais revenir sur la traduction de l'arabe qui a été faite par un de nos collègues pour les deux questions qui ont été posées. C'était sur l'effet de Heim-Lebras sur les articulations qui sont déjà lésionnées, qui ont déjà une lésion. Est-ce que c'est correct? Oui. Donc, lequel de nos panélistes voudrait fournir une réponse? Donc, c'est une réponse qui devrait être fournie surtout du point de vue de la prophylaxie. Peut-être la docteure Emna. Je n'ai pas d'expérience avec Hemlibra. Je ne pense pas que nous... Je pense qu'avec les produits disponibles, on peut éviter les lésions articulaires. Au moins, nous pouvons arrêter l'évolution, les progrès de la lésion, mais on ne peut pas éliminer les lésions qui sont déjà faites, n'importe quel produit nous utilisons. Est-ce que vous avez d'autres apports à faire? Je peux faire mon apport parce que le problème des articulations est quelque chose que je gère très fréquemment. Je sais que la prophylaxie est extrêmement importante, même avec les personnes avec Hemlibra. C'est une nouvelle technologie, une nouvelle génération de traitement. Mais comme la docteure Emna a dit, s'il y a déjà une lésion articulaire, ça dépend du niveau de la lésion. Lorsque la lésion est déjà là, c'est difficile de récupérer le cartilage qui a été déjà endommagé. Donc, on peut utiliser en traitement de prophylaxie n'importe que les produits, nous pouvons réduire la destruction de l'articulation. Donc, cette articulation, par exemple, doit être utilisée pendant le prochain 20 ans. Donc, avec une bonne prophylaxie, un bon suivi, le renforcement musculaire, un suivi adéquat en matière de musculo-squelettique, l'articulation doit durer davantage de temps. Donc, c'est quelque chose qui ne touche pas le cartilage en soi-même, mais c'est quelque chose qui va réduire la quantité des articulations endommagées. Depuis le moment que les produits de actions prolongées sont devenues disponibles et les gens ont maintenu une valeur supérieure à 1%. Ce sont des données qui ont été présentées pendant plusieurs réunions. C'était la première fois que le score HJHAS s'est amélioré pendant ou à travers 3 ou 4 ans. Bien sûr qu'on peut améliorer quelques composantes, par exemple, ceux qui sont mieux, c'est les cartilages. Si on n'a pas eu des saignements, s'il y a une amélioration du cartilage, bien sûr que la réparation du cartilage peut se passer selon le progrès de la lésion du cartilage, mais c'est vrai qu'on n'a pas des données suffisantes. Nous avons davantage des questions. On va revenir sur la première. Pour Emna, quelle est la dose minimale efficace pour la prophylaxie pour les patients atteints d'hémophilie A? C'est une question très difficile à répondre. Je vais répondre selon le trouble et les objectifs. Euh,
Par exemple, Catherine Lambert, dans la Côte d'Ivoire, a publié un paper avec 25 enfants avec une injection par semaine de facteur 8 et une injection de facteur 9 tous les 9 jours. Cela dépend du trouble, mais je dirais que le minimum, c'est 10 à 50 unités par injection et la fréquence dépendra de l'accès pour le trouble et selon le traitement à domicile qui est disponible. Est-ce que nous pouvons utiliser emicizumab à des doses inférieures ou pendant des périodes plus longues, par exemple 1 mg par kilo tous les 10 jours? Qui voudrait répondre? Je sais que Hemlibra nous venons de commencer à utiliser Hemlibra dans notre pays et c'est un médicament qui est utilisé aux doses inférieures. Je ne sais pas l'effet que cela aura, mais je sais qu'on a commencé à utiliser Hemlibra. À part ce patient avec inhibiteur, est-ce que vous utilisez ce médicament? Non. Pour cette famille, nous les utilisons ensemble. Mais je n'ai pas d'expérience avec des doses inférieures. Ce sera très intéressant de voir le progrès qu'on l'on ferait avec Hemlibra à dose faible. Nous avons eu raison pour ainsi le faire. Je vais expliquer cela. Dans les Hemlibra à dose complète, l'hémostase est équivalent à 10 à 15 de facteur 8. Donc, la question que nous voulons poser, et peut-être que les participants veulent poser cette question, est-ce que une personne ne peut pas vivre avec 5%? Est-ce qu'il faut avoir 10 à 15%? Je sais, par exemple, Hemlibra est disponible en Inde. Il y a des centres qui l'utilisent et il y a des enfants qui reçoivent 1 milligramme tous les 8 semaines. En fait, il y a des enfants qui reçoivent ce médicament une fois par mois au début. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur dans cette gamme peut être administrée. Donc, je ne sais pas comment nous devons interpréter ces données, mais nous savons qu'une fois disponible dans le marché, plusieurs personnes dans le monde ne veulent pas ou n'ont pas besoin d'avoir une valeur de 10 à 15%. Je veux tout simplement expliquer aux participants pourquoi c'est quelque chose qui peut être valable du point de vue théorique, parce que Hemlibra est une immunoglobuline, c'est-à-dire un anticorps, et la demi-vie normale est de 28% pour ce médicament, pour cet anticorps. Mais ce que l'on dit fait pour les patients, nous permettons que les patients atteignent le niveau critique et nous menons un suivi pour voir s'ils ne descendent pas. Donc, c'est une manière valable de le faire. On peut mener un suivi et peut-être que dans l'avenir, on peut avoir un essai spécifique pour l'anticorps qui soit lié au niveau d'hémostase. C'est comme ça que nous pourrions avoir une réponse concrète à cette question-là. Nous avons une question pour le docteur César. J'ai 37 ans et je souffre d'amplitude de mouvement limitée dans la majorité de mes articulations. Est-ce que la physiothérapie pourrait me donner un bénéfice? Bien sûr que la physiothérapie est très importante. La physiothérapie peut nous aider à regagner les capacités fonctionnelles. En général, dans ces cas-là, lorsque une articulation est déjà détruite, il y aura un peu de difficulté au moment de regagner l'amplitude de mouvement. Cela dépendra de la situation, de chaque situation, mais nous pouvons réduire la rigidité dans les alentours de l'articulation en essayant de réduire aussi l'inflammation
ainsi que les saignements, la quantité des saignements. Avec le temps, les plans de traitement et de regagner les capacités fonctionnelles de ce patient-là dans la mesure possible. Le problème, c'est qu'il faut être très persistant. Et ce n'est pas quelque chose de magique. Donc, il faut il faut avoir des séances régulières. Si le traitement prophylactique n'est pas disponible, l'intensité de la séance ne sera pas tellement haute, l'intensité sera réduite, mais nous pouvons quand même travailler sur ce patient-là, même sans prophylaxie. Une question sur les changements des facteurs de coagulation et l'utilisation des différents types des facteurs de coagulation. Est-ce que c'est quelque chose qui contribue au risque d'inhibiteur? Si on utilise pendant un an, par exemple, les pays achètent facteur 8 ou un autre facteur 8, si on remplace un produit par un autre, est-ce que cela augmente le risque d'inhibiteur? Peut-être si on le fait de manière fréquente. Pourtant, les études montrent surtout lorsque ce changement ou ce remplacement d'inhibiteurs, les études ont montré que ça n'augmente pas la présence ou le risque d'inhibiteurs. Voilà l'histoire que nous avons. Oui, à vrai dire, il n'y a pas de données sur le remplacement d'un produit par un autre pour le moment. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qu'il faut prendre? Il y a quelque chose sur les directrices de la FMH. Il y a d'autres questions sur la boîte de discussion, dans la boîte de discussion aussi. Quelle question? Le rôle de l'injection de rifampicine dans les articulations des hémophiles. Pour le docteur César, est-ce que vous voudrez partager vos opinions sur l'utilisation de rifampicine versus d'autres agents? Rifampicine est considérée une synovectomie chimique. La synovectomie est réalisée à chaque fois que l'on retrouve une inflammation, un saignement en répétition et cela cause de la douleur. Il y a des saignements à répétition de l'articulation. Pour prévenir ces saignements, il faut intervenir avec quelques types de démarches qui puissent réduire la quantité d'inflammation et du saignement. C'est-à-dire, donc, il y a une synovectomie radioactive, c'est ce médicament qui s'appelle rifampicine. C'est une démarche non invasive. Selon la disponibilité, selon chaque pays, rifampicine est considérée comme une bonne intervention dans ce type de saignement répétitif. Mais le problème du rifampicine, c'est que c'est un médicament qui cause de la douleur plutôt que la synovectomie radioactive. Et il faut avoir des répétitions 5 fois, par exemple, avec une certaine période de temps entre chaque injection. Les résultats ont été bons au Liban. Nous n'avons pas des synovectomies chimiques, mais ce que nous utilisons au Liban, c'est la synovectomie radioactive qui dans laquelle on a besoin de seulement une dose et le niveau de la douleur est inférieur si on la compare avec l'injection de rifampicine. Oui, la bibliographie sur le rifampicine est un peu ancienne. Surtout, on a des informations qui viennent du Venezuela. Si possible, dans la mesure possible, il faut l'éviter pour toutes les raisons mentionnées par César. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut
partager un commentaire sur rifampicine? Bien. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire sur cette thérapie? Voyons, qui? Alia, est-ce que le docteur Mahmoud peut prendre la parole? Oui, allez-y, allez-y, on vous entend. Merci, merci à tous. Merci pour cette séance très intéressante. Je voudrais faire un commentaire concernant mon expérience et l'utilisation de traitements dans le cadre de l'arthropathie. Nous essayons cela sur plusieurs patients. Nous avons essayé cela sur plusieurs patients, mais hélas, c'est très, très douloureux. Il faut le faire à plusieurs reprises. Il faut également utiliser des remplacements, des facteurs de remplacement, comme César l'a dit. Et comme vous le savez, nous utilisons actuellement des isotopes radioactifs pour cette arthropathie chronique qui ont donné de très bons résultats. Donc, nous avons constaté 75 améliorations de l'articulation chez 75 patients, augmentant l'ampleur de mouvement, la douleur en elle-même, qui est passée de 8 à 0 selon le score de la douleur. Et un patient m'a dit, docteur, avant, je ne pouvais marcher que 200 mètres par jour. Et maintenant, il marche 4 km par jour depuis ce traitement. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer à une autre question à propos des recombinants 7 et 8. Est-ce que quelqu'un parmi les panélistes souhaite répondre à cette question? Sur la prophylaxie, c'est à propos de la prophylaxie. OK, je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans ma présentation. Oui, selon la FMH et ses directives, si l'on a besoin d'une prophylaxie pour des personnes atteintes d'hémophilie A ayant des inhibiteurs et qui ne répondent pas à l'ITI, l'hémicizumab est mieux et les agents bypassing pour la prophylaxie. Oui, c'est beaucoup mieux si on regarde les données, même des personnes atteintes d'inhibiteurs, 70% ont aucun saignement. Donc, c'est une nouvelle manière d'être sûr de notre efficacité. Donc, ces patients n'ont plus de saignement, donc c'est important. Bien, il y a une autre question. Est-ce que les publications sont spécifiques à un pays dans la région où les recommandations de la FMH peuvent être appliquées en fonction de la disponibilité de ces produits? Donc, je crois qu'on me demande ici si ces recommandations sont spécifiques à un pays. Il s'agit d'un président d'une ONM. Bien, je pense que la réponse à cela serait que les directives ont été créées pour une application générale dans le monde entier, comme nous l'avons déjà dit. Mais nous reconnaissons quand même que des pays peuvent vouloir modifier, adapter et adopter ces directives. Et leurs modifications sont acceptables dans leur cas et dans leur pays. Par exemple, l'Australie. L'Australie le fait de manière formelle. Avec une autre édition, avec l'autorisation de la FMH, ils ont modifié ces directives et elles ont été acceptées par leur gouvernement. Ils le font actuellement avec cette 3e édition. Nous savons que l'Allemagne aussi a fait une révision de ce document. Donc, nous pensons que cette question est très raisonnable et appropriée. On peut réviser ces recommandations avec votre ministère de la Santé, avec les patients, et vous pouvez décider que l'FMH donne certaines options pour certaines situations, mais vous décidez que dans votre pays,
à cette situation, dans cette situation, vous allez faire telle ou telle chose. Hein. Donc, je pense que c'est tout à fait possible de faire cela. Emna, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Emna, au micro, non. C'est très, très bien ce que vous avez dit. Nous en avons déjà et nous en reparlerons avec cette personne qui est de Tunisie aussi. Bien, il y a une question en arabe ici, Docteur Magdi. Bien, il y a 2 questions posées en arabe. La première demande si la thérapie biologique pour le psoriasis peut interférer avec l'hémophilie. Je dirais que c'est une question générale. Et la réponse est, à ma connaissance, non. Mais bien sûr, on sait que le psoriasis peut avoir différentes thérapies. Je ne sais pas de quelle il parle, mais en général, nous ne pensons pas qu'un traitement du psoriasis peut avoir un impact sur les traitements contre l'hémophilie ou de l'hémophilie. Est-ce que les patients atteints d'hémophilie ont besoin de doses prophylactiques de facteurs avant leur séance de physiothérapie? Voilà, une deuxième question est rédigée en arabe. César, allez-y. César au micro. Oui, je pense que cela dépend de la situation en elle-même, à savoir si le problème de l'articulation concernée est stable et ne provoque pas de saignement, on peut faire une physiothérapie sans facteur de coagulation. Cependant, s'il y a des problèmes plus graves, à ce moment-là, je recommande d'utiliser des facteurs de coagulation, surtout au cours des premières séances, parce que si le corps n'est pas vraiment adapté au traitement physiothérapeutique ou pour le niveau d'exigence que nous allons exiger de ces articulations lors de la première séance de physiothérapie, nous allons utiliser une petite dose de facteurs de coagulation. Cela suffira. Ensuite, lorsque les muscles et les articulations sont davantage adaptés au niveau de contrainte que nous allons leur demander, au niveau d'exigence que nous allons leur demander, ce ne sera plus une obligation d'utiliser des facteurs de coagulation. Emna au micro, est-ce que je peux ajouter un petit commentaire par rapport à ce que César a déjà dit? Pour les personnes qui ont une prophylaxie de dose faible, hein, lorsqu'ils font une physiothérapie, on essaye, hein, lorsqu'ils ont besoin de physiothérapie, on essaye d'organiser cette séance de physiothérapie le jour du traitement prophylaxique. Même les personnes qui reçoivent des doses prophylaxiques faibles, la physiothérapie se fera le même jour. Hein, c'est mieux. Bien, merci beaucoup. Nous en sommes à la fin de notre séminaire web. Il y a une dernière question. Est-ce que l'on peut utiliser un D-dimer pour faire un suivi si on n'a pas de dosage de génération de thrombine? Je dirais que oui. S'il y a un caillot qui est déjà formé, je dirais que ce sont 2 choses différentes. Hein, et à ce moment-là, on ne pourra pas utiliser le D-dimer. Il y a une dernière question pour César. Est-ce que vous pensez qu'un physiothérapeute sans expérience en hémophilie et en traitement de l'hémophilie peut s'occuper de patients atteints d'hémophilie? César au micro. Oui, je dirais qu'un physiothérapeute, hein, qui traite un patient atteint d'hémophilie et doit vraiment être très prudent parce qu'il y a certaines techniques qui pourraient être agressives dans le cas d'un patient atteint d'hémophilie et que l'on utilise normalement chez les autres patients. Quand on parle d'hémophilie, il faut travailler de manière très délicate. On ne veut pas provoquer de saignement chez nos patients. Hein. Donc, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience et de connaissance de l'hémophilie et des traitements et des malades atteints d'hémophilie. C'est très important lorsqu'on travaille avec un patient atteint d'hémophilie, je dirais. Merci beaucoup à tous. Je vais maintenant conclure ce séminaire. Je vais remercier tous les participants. C'est merveilleux qu'il y ait autant de personnes qui aient pu participer. Je remercie bien sûr tous les intervenants qui, grâce à leurs commentaires, nous ont beaucoup stimulés. Hein. Avant de conclure, je veux aussi dire que la FMH a fait de gros efforts actuellement, hein, pour
donc la mise en œuvre et la circulation, la diffusion, hein. Donc, si vous n'avez pas le guide, accès au guide dans son format original, et vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, regarder du matériel audio qui va vous permettre d'accéder dans votre région à ces ressources, hein, qui sont à la disposition de tous les chapitres, de toutes les ONM, hein. Et donc, ces chapitres, hein, sont expliqués, les chapitres de ces lignes directrices sont expliqués, hein, les 57 pages. C'est un long, je sais que ces lignes directrices sont longues, mais ces ressources vont vous permettre de connaître les points les plus importants de chaque chapitre de ces lignes directrices. Ensuite, nous voudrions vous dire que pour la première fois, nous avons inclus dans ces lignes directrices l'opinion des patients. Et donc, nous avons inclus des membres qui sont pour 25% des patients. Donc, cela nous a permis de travailler avec le personnel soignant, mais aussi avec les patients pour rédiger ces lignes directrices. De toute façon, nous devons continuer à apprendre, à nous former. Donc, c'est un document en cours d'élaboration. Si vous avez des données, des informations, des expériences, des informations, des questions, des problèmes, des difficultés par rapport à ces recommandations, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Écrivez à la FMH et la FMH est responsable de ces lignes directrices. Il y a un département qui s'occupe de cela et qui vous contactera concernant certaines modifications qui, à votre avis, doivent être faites, par exemple, hein, dans ces lignes directrices. À nouveau, je remercie tout le monde pour votre participation et je donne la parole maintenant aux organisateurs. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et restez en bonne santé. Merci à tous.